Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Ce qui vient d'être dit me permet d'enchaîner pratiquement très facilement sur le sujet que je vais traiter. Alors, je vais pratiquement raconter quelque chose d'assez proche, sans du tout insister sur le thème du rôle du chercheur, sur ce que j'appelle la construction des communs agri-urbains. Donc la part, je dirais, d'utopie qui est liée à la critique du système de production à la fois de la ville et de l'agriculture, et en même temps les réalités matérielles, voire immatérielles, qui sont créées. Alors je vais vous montrer beaucoup d'images, mais je ne vais pas les commenter, les images, parce que ça prend trop de temps. Là, dans cette diapo, là, je commente en fait ce que sont les communs agri-urbains. Vous verrez à la fin une bibliographie qui indique à quels ouvrages je me réfère. Donc pour moi, les communs agri-urbains, c'est tout simplement ce qui est construit par l'action collective, privée, publique. Cette construction, elle a un début, parfois elle a une fin, et elle procède de ce qu'on appelle la gouvernance territoriale, et donc tous les acteurs, y compris les chercheurs, qui ont été indiqués. Et ces communs se situent au-delà, je dirais, des biens privés et des biens publics. Il s'agit effectivement d'une construction d'intérêt général qui mobilise des initiatives d'entreprises agricoles, mais également tout le système des régulations des pouvoirs publics. Intérêt général, donc, ou encore intérêt collectif, et donc chacun dans ce dispositif décide, participe, collabore avec ses propres motivations, qui ne sont pas toujours explicites. Elles peuvent être de l'ordre de la sécurité alimentaire, elles peuvent être de l'ordre de la santé, elles peuvent être de l'ordre de la convivialité. Nous ne savons pas toujours pourquoi, finalement, les personnes souhaitent construire, enfin participer à ces constructions collectives. Et ce qui est le plus important, c'est que cette construction de communs agri-urbains, elle est à l'échelle de la région urbaine. Alors j'insiste, la région urbaine, c'est en fait la totalité du périmètre de ce qui est construit et non construit, une métropole par exemple, incluant donc les espaces non construits qui peuvent être boisés mais qui peuvent être également agricoles. Ce sont toutes les infrastructures qui participent à une meilleure vie urbaine pour les habitants. Et c'est de toute nature, c'est végétal, c'est aquatique, ce sont des infrastructures d'autre nature que le vert, de loisirs. C'est tout ce dont a besoin la métropole pour vivre mieux à partir finalement de biens, d'espaces qui ne sont pas construits. Je ferai donc dans une première partie, je ferai un certain nombre de distinctions pour essayer de catégoriser un petit peu les processus d'évolution. Ces distinctions ici portent sur les agricultures urbaines qui sont avec le marché, qui fonctionnent avec le marché, d'autres qui ne le sont pas, et celles qui nécessitent des régulations paysagères, planificatrices, de pouvoir public, ou bien qui s'en dispensent. Voici deux images. À droite, donc, des jardins communautaires à Angers, dans le Val-de-Loire, dans un parc public, et à gauche, des serres dans la banlieue, enfin, en fait, dans la périphérie immédiate de la ville de Beyrouth, donc les unes qui sont liées à un marché, donc pratiquement qui sont de l'ordre du business, et de l'autre, finalement, ce que j'appelle les jardinages amateurs, qui ont d'autres finalités, en particulier le plaisir, le loisir, et parfois aussi la subsistance, donc l'alimentation de ceux qui le font. Deuxième type de catégorisation, les régulations. Régulations sur le foncier, sur l'occupation de l'espace, sur l'usage de l'espace. Donc ce qui se passe sans aucune intervention de régulation nationale ou locale, et celle qui implique des régulations. Sur cette image, prise à Lisbonne il y a 2-3 ans, vous voyez une installation de jardin dans un parc, dans des délaissés, dans des friches, donc pour des personnes qui n'ont pas de travail et qui trouvent ici leur subsistance. Voici une image de jardins partagés, comme on les appelle maintenant, donc des jardins communautaires,
qui se passe de régulation publique, qui se situe sur des terrains d'immeubles, d'espaces collectifs dans lesquels les gens se rencontrent avec les enfants, sans les enfants, de façon à vivre des moments de convivialité autour de la question du jardinage. Voici une image prise en Suisse, à Lausanne. C'est une ferme publique dans laquelle, finalement, le public peut rentrer. C'est une ferme de la municipalité et où la vigne est là pour un certain temps. Il risque certainement pas, dans l'immédiat du moins, et même dans le moyen terme, de disparaître. Voici des jardins familiaux, c'était le terme donc il y a une trentaine d'années, dans les villes nouvelles qui étaient prévues par les urbanistes de façon à satisfaire donc les besoins supposés à la fois de subsistance et de loisirs, donc de plaisir en dehors de l'habitat que vous voyez derrière. Deuxième partie, et qui est le plus important, donc, c'est comment on peut construire ces biens communs agri-urbains. Je préfère d'ailleurs le mot commun, parce que le mot commun implique comme résultat les biens communs matériels, l'espace, la production végétale, voire animale, la mise sur le marché, etc. Donc les biens communs ne sont qu'une étape de la construction des communs. Ils impliquent, je dirais, une volonté politique, une reconnaissance des actions et en même temps des institutions publiques, voire privées, associatives, des règles d'usage de l'espace, de protection de l'espace qui sont respectées et pour lesquelles le commun, finalement, se construit comme des étapes successives de cette gouvernance, en fait, des projets qui intéressent les uns et les autres dans une région urbaine donnée. Ces espaces, en fait, impliquent des enjeux sur des biens matériels très précis, qui sont le sol et l'eau, d'une part, avec une menace permanente dans la région urbaine, qui est l'urbanisation du sol. À quel moment, dans quelles conditions, cette urbanisation peut-elle cesser, c'est-à-dire le moment où le collectif fait prendre conscience, le collectif public, privé, associatif, le chercheur, fait prendre conscience qu'il y a un équilibre à trouver entre urbain, urbanisé, et non-urbain. Le non-urbain est à ce moment-là consacré à l'alimentaire, mais aussi aux loisirs, mais aussi à un certain nombre d'usages, que l'on verra tout à l'heure. Et les acteurs sont privés, associatifs, publics. Donc le périmètre est presque toujours le même, mais avec des combinaisons et des histoires locales qui sont très différentes selon les entreprises agricoles et selon les histoires locales, ce qui aboutit, comme disait Christopher Bryant, à des hétérogénéités de situations considérables dans lesquelles on a parfois de la peine à mettre de l'ordre. Dans cette image, je résume l'essentiel. L'essentiel de ma thèse, en quelque sorte, ce que je veux défendre comme point de vue. Il s'agit sur le thème de comment on arrête l'urbanisation et comment le non-urbain dans l'urbain, en quelque sorte, le non-construit dans l'urbain, devient finalement un enjeu d'intérêt général sur lequel les collectifs vont attirer l'attention des habitants en général. Donc il s'agit là de la question du droit de propriété. Et le droit de propriété, au moins dans le droit moderne, dans le droit d'autres pays, c'est un peu différent, enfin des pays, disons, d'héritage traditionnel. Le droit de propriété implique, on utilise trois mots latins, usus, fructus et abusus. Les usages, le fruit et l'utilisation libre, jusqu'à l'extinction du bien. Ce que je pense aujourd'hui, et c'est un peu le résultat de l'observation de ces gouvernances, c'est que les droits d'usage commun donc, pourraient devenir supérieurs ou égales aux droits de revenu. C'est-à-dire que l'on introduit dans la prise de conscience collective que l'usage pour le loisir, que l'usage pour des questions de services écosystémiques sur lesquels je ne vais pas m'appesantir, mais que vous devez connaître, sont beaucoup plus importants
que les droits de production, finalement, sur le modèle capitaliste ou un autre. Et donc, ce qui importe, c'est comment cette gouvernance, je dirais, des projets agri-urbains va permettre, au niveau de chaque territoire, de mobiliser à la fois l'injonction publique, l'injonction réglementaire et la participation jusqu'à la délibération et la décision avec les acteurs locaux impliqués par la chose publique, impliqués par la décision citoyenne et l'implication citoyenne. Alors le meilleur, je vais vous montrer 3 exemples de biens communs agri-urbains qui se situent tous. Alors les photos sont les photos, elles ne montrent pas forcément à chaque fois les constructions. En haut, vous avez un paysage boisé, qui est inondable, qui se trouve dans la communauté urbaine d'Angers. Il fait partie de la communauté urbaine. Donc ce lieu, 800 hectares des basses vallées angevines, est dans la communauté urbaine, la communauté d'agglomération d'Angers. Environ un peu plus de 100 000 habitants. La ligne noire que vous voyez au fond, ce sont des peupliers qui menacent ici. Ce n'est pas la construction qui menace, parce que c'est inondable 5 mois par an. Ce sont les peupliers qui menacent d'envahir complètement et de rejeter tout l'élevage et les ressources naturelles, en particulier ornithologiques, de cette région, plus menacent le loisir, car ce grand parc de peupliers, en quelque sorte, est le lieu de loisirs de la ville d'Angers. Il a fallu 15 années pour obtenir, entre les chercheurs de l'INRA, la communauté d'agglomération d'Angers, les associations de loisirs, les producteurs de peupliers, une négociation qui a abouti à un commun. Ce commun, vous le voyez ici, avec le maintien de l'élevage, je n'insiste pas, le maintien des ressources ornithologiques, je n'insiste pas, il y a des enjeux de naturalistes importants. Et cette situation donc est gouvernée, en quelque sorte, par des règles qui ont été acceptées et où les chercheurs, paysagistes, agronomes, etc., ont joué un rôle important. Vous voyez donc en bas, à la fois le commun agri-urbain de Lausanne, donc avec cette ferme municipale, et complètement à gauche, excusez-moi, une région de verger dans une petite île de la Méditerranée qui s'appelle Malte, juste à la périphérie de la capitale, La Valette. Et donc ce lieu privé est en fait également public, car les allées que vous voyez permettent à chacun, le week-end, de découvrir cette campagne. Donc il y a un mix ici, public-privé, qui fonctionne dans des règles héritées d'ailleurs, disons, de la période même d'avant l'occupation, enfin la colonisation, la présence anglaise. On peut, dans cette mise en commun, aller beaucoup plus loin et aller jusqu'à la patrimonialisation, c'est-à-dire l'inscription sur un territoire d'un espace hérité et en même temps qui va être transmis, ici par des protections réglementaires. Ici, vous voyez le potager du roi de l'école de paysage de Versailles, et 12 hectares d'arboriculture et de maraîchage qui, depuis 300 ans, ont subi des vicissitudes importantes, mais qui aujourd'hui ont été, après des aventures historiques, consacrés finalement à des fonctions multiples, à la fois de conservatoire des formes fruitières, de nourriture locale avec vente sur un marché local, d'accueil des touristes et de formation d'architectes paysagistes. Donc ici, on a une inscription finalement d'un lieu agricole, d'un lieu de production horticole, dans un espace qui est public, mais où tous les acteurs finalement ont fait converger le projet vers une transmission sur de nouveaux critères. Une autre façon de gérer de construire ces communs, c'est la planification. Je vais être assez rapide sur la conservation des terres agricoles, avec ici l'exemple de l'Île-de-France, où vous voyez ces grandes flèches marron qui indiquent la pénétration finalement des zones agricoles, des plaines agricoles essentiellement céréalières.
et aujourd'hui qui fait que l'Île-de-France est une des régions françaises, disons, la plus, je dirais, encadrée pour effectivement aider à la construction dans les communes, dans les plans locaux d'urbanisme, d'une situation de respect des terres agricoles, même si aujourd'hui c'est loin d'être encore satisfaisant. Même chose ici à Montpellier, dont on parlait tout à l'heure, et où vous voyez ces grandes taches vertes de la communauté d'agglomération de Montpellier, où depuis 2004, donc plus de 10 ans maintenant, cette construction des communs qui partait de rien, contrairement à l'Île-de-France, cette construction des communs agri-urbains se fait, donc les zones agricoles étant celles qui sont vert clair et vert moyen, le vert foncé étant des forêts. Donc cette prise de conscience, elle se fait au moment où les urbanistes, d'ailleurs l'ont dit comme ça, au moment de l'inversion du regard et où finalement ce qui était vide devient plein d'agriculture et de forêt. Je vais passer sur des constructions à caractère utopiste, mais qui font partie finalement de l'arsenal de la recherche pour essayer finalement de construire des fermes verticales où pour l'instant les investisseurs ne se sont pas bousculés. Ou bien comme ces nouvelles structures verticales présentées par les États-Unis au pavillon à l'exposition de Milan, et où vous voyez des panneaux orientables qui permettraient à chacun dans son appartement de produire sa consommation. Donc voilà, j'ai demandé, mais vous y croyez vraiment? On me dit oui, il y a un marché, m'a dit le promoteur. Plus terre à terre, voilà une innovation d'une ferme disons agri-urbaine dans la région de Versailles, où vous voyez des images prises il y a quelques semaines, où vous voyez des productions biologiques sous serre et avec en bas des potagers à louer, donc des potagers à louer en bas à gauche, et une cinquantaine des petites surfaces, qui fait que dans cette région où vivent environ dans cette plaine de Versailles, de 100 000 habitants, il y a aujourd'hui des candidats à la culture, à l'horticulture, donc sur des dimensions réduites. Donc initiative privée, mais immédiatement proposition donc vers le marché local, avec des situations tout à fait intéressantes, avec les pouvoirs publics pour restaurer des terrains qui étaient abandonnés. Donc, troisième et dernier point, la construction donc, de ces communs, avec évidemment ce que j'ai appelé dès le départ une gouvernance territoriale, qui implique les acteurs privés, qui implique la recherche, qui implique tous les agents régulateurs, et qui peut aboutir à des résultats à condition de s'être engagé dans ce chemin très tôt. Aussi, par exemple, l'image d'une affiche qui date d'1 an, où vous voyez un morceau du territoire de Rennes Métropole. Et Rennes Métropole donc, a commencé à travailler sur cette protection des espaces agricoles avec un modèle d'urbanisme qui implique des villes satellites autour d'un centre. Et aujourd'hui, donc 25 ans après, on a, je dirais, des résultats manifestes. Les observatoires de l'usage du sol ont montré que toutes les communes, je crois une quarantaine ou une cinquantaine, ont joué le jeu, finalement, de la protection des terres. Donc on a ce qu'on appelle une ville archipel, une ville, finalement, avec des petites villes, un centre avec des petites villes. Et où l'idée d'une autonomie alimentaire est poussée assez loin, jusqu'à imaginer que tous les espaces verts classiques des centres urbains puissent être convertis en jardins offerts à la production, à la culture des habitants. Une autre solution étant, toujours d'ailleurs dans cette plaine de Versailles, qui est tout à fait sur un front urbain qui est très observé, une ferme qui est toujours en avance sur les autres et qui a installé depuis 25 ans 50 hectares de cueillette directement orientés sur le marché parisien, en particulier sur des marchés concernant des récoltes, par exemple pour la confiture, pour les fraises, etc., avec des carentiers qui viennent de Paris au moment des récoltes de fraises ou de haricots verts. 50 hectares, oui.
ou bien à Montpellier, le rachat d'une terre viticole par la communauté d'agglomération de Montpellier, avec une participation des habitants, peut-être certainement un peu folklorique, mais qui plaît beaucoup, je dirais, sur justement cette percolation, cette porosité entre le monde habitant et le monde agricole. Et enfin, mise en place par les pouvoirs publics, quand ils le peuvent, et cet exemple est pris à Versailles, dans un quartier, disons, un peu marginal, contrairement à cette ville, ce qu'on observe à Versailles, et où les personnes qui n'ont pas de travail, ici, sont remobilisées, avec effectivement des subventions, avec des aides sociales, sur des cultures, donc sur des jardins de type familiaux, pris en charge par la municipalité et pour certains, pour les services de l'État. Donc il s'agit là disons, de la dimension sociale et d'aide et de solidarité avec ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas de travail, tout simplement, ce qui est fréquent, hélas, aujourd'hui. Ou alors avec les touristes, avec les agriculteurs, dans des situations tout à fait particulières, où les paysages deviennent finalement des lieux à observer, à regarder, pour le plaisir. Donc c'est en Pays-Bas, à côté du parc de Kokenhof. Donc je terminerai sur deux images. Cette image qui est prise, c'est l'image de quelqu'un qui fabrique des images dans les Pouilles, en Italie, et où effectivement le devenir des terres autour des zones urbaines, à Bari, à Matera, etc., est un enjeu aujourd'hui, un enjeu touristique en particulier. Et donc, ce qui est à changer, c'est la nature du regard sur les terres agricoles, qu'elles soient céréalières, qu'elles soient maraîchères, qu'elles soient d'arboriculture ou d'élevage. Et ici, la mise en image, la mise en texte, la mise en communication est un des outils de la mise en commun des espaces agricoles, des espaces agri-urbains. Et pour terminer, une synthèse un peu graphique, où finalement je dis que cette utopie de l'agri-urbanisme est une utopie dans la mesure où effectivement on part d'une situation critique vis-à-vis d'une gestion de la ville ou d'une gestion de l'agriculture, mais en même temps elle est réaliste, donc elle aboutit à ces productions de commun tant que les forces, je dirais, collectives existent. Et avec des critères que je résume là en anglais: business, fun, subsistence, proximity, accessibilité. L'accessibilité aux habitants est extrêmement importante car elle permet de mettre sous leurs yeux un certain nombre de cultures et d'établir un contact entre les deux. Ce contact est absolument essentiel et, à mon avis, est une des données importantes de la stabilisation des terres agricoles dans les régions urbaines. Donc avec les trois éléments, je dirais, importants d'outillage réglementaire ou de gouvernance: la planification des paysages, je vous en ai montré des exemples, les entreprises urbaines, donc qu'elles soient verticales, là j'y crois pas beaucoup, par contre qu'elles soient horizontales, c'est beaucoup plus réaliste. Et enfin, tous les projets de gouvernance territoriale qui ne doivent pas rester uniquement top-down, mais qui doivent aller jusqu'à la participation des acteurs, des habitants, à la décision locale qui les concerne. Voici quelques éléments bibliographiques sur lesquels repose ce petit travail. Le travail de Pierre Dardot et de Christian Laval est essentiel, puisque finalement, là, ils ont remis au goût du jour la question des communs dans une posture post-marxiste tout à fait intéressante. Un ouvrage que j'ai fait l'année dernière sur Paysages en commun, un autre sur la renaissance des communs et surtout, bien sûr, le travail fondateur d'Elinor Ostrom sur la gouvernance des biens communs qui date maintenant de plus de 20 ans. Merci pour votre attention. Et merci Pierre Donadieu. Là, il nous reste 5 bonnes minutes si on veut réagir sur ce qui a été dit avant de passer à l'intervention suivante. Ouais, il reste 5 à 8 bonnes minutes. C'est très... Oui, oui, donc Massimo, you can speak in English, of course.
Yeah, Oui. go ahead. Donadier, 15 years ago, in Florence, no, it's okay? Okay. In Florence, we write the European Landscape Convention. It was 20 of October in 2000. And do you think that Landscape European Convention can contribute to create the bien communs agri-urban? Because in the Landscape European Convention, the participation of the community is very important. Oui, je comprends. La Convention européenne du paysage, donc signée à Florence en 2000, donne un cadre juridique à la notion de paysage. Donc elle dit très clairement dans son article 1 qu'il y a effectivement des objectifs de qualité paysagère à définir. Elle ne dit pas quels sont ces objectifs. Elle dit que ce sont les communautés locales qui ont à définir ces critères. Alors, tous les objets sont possibles, toutes les finalités sont possibles, c'est-à-dire qu'en s'appuyant sur ce cadre-là, il est possible de mettre en place à la fois des documents d'urbanisme et des processus de gouvernance territoriale qui vont aboutir à ce que ces qualités définies par les communautés, alors de façon descendante, top-down ou ascendante, puissent être réellement reconnues par les habitants. Et cette gouvernance territoriale et ces produits et ces processus, c'est ce que j'appelle les communs agri-urbains. Donc c'est possible. Et l'adossement à la Convention est une possibilité, mais cela dit, en France, on est en une situation tout à fait particulière où, avant la Convention, tous les outils de la régulation paysagère avaient été testés, mis en œuvre. Les atlas de paysage, les plans de paysage, les chartes de paysage sont des outils mis en place en France depuis 25 ans. 20 à 25 ans. C'est-à-dire qu'en France, on dispose, comme en Belgique d'ailleurs, comme en Espagne, de l'outillage, je dirais, d'informations sur l'évolution des paysages qui permettent aux collectivités de définir les règles qui leur conviennent dans leur collectivité. Donc ça, c'est un avantage. Tous les pays de l'Europe n'ont pas cet outillage réglementaire et de gouvernance. Ok, je crois que Evelyne, tu avais une question. Ah, oui, d'accord. D'accord, on aura le temps pour une question supplémentaire, pas deux. Hein, donc, je dis ça à cause du temps. Après, on a tout le débat, donc on aura le temps de revenir. Oui, donc, oui, vas-y, Evelyne, hein, je crois. Merci. Je me présente très rapidement. Je suis Émilie Neude, chercheure en esthétique environnementale et responsable de la recherche à l'École supérieure d'art et design de Reims. Je voudrais un peu mettre les pieds dans le plat parce qu'il y a une chose qui est un peu passée sous le silence en général dans le monde de la recherche et je pense qu'on a une situation très grave à l'heure actuelle en France. La première présentation faisait mention des conflits que pose généralement l'opposition entre la défense de terres agricoles traditionnelles qui font partie d'un patrimoine local et le processus d'urbanisation. À l'heure actuelle, au plan national, en France, on a quand même un certain nombre de zones à défendre qui sont le résultat de... Alors moi, je parlerais même plus de conflits, mais de combats, très clairement, parce qu'il y a quand même quasiment un an, jour pour jour, on a un jeune homme de 23 ans, Rémi Fraisse, qui est décédé pour défendre le site de Sivens. Il est décédé quand même par le lancement d'une grenade offensive, donc de type militaire. Voilà, donc on a très concrètement des exemples où l'État envoie des forces de l'ordre face à des gens qui contestent cette gestion de l'espace, du territoire et des paysages de façon pacifique. Donc il me semble qu'il y a des situations qui sont extrêmement graves et qui vont en s'amplifiant à l'heure actuelle. Donc, je voudrais juste simplement
savoir quel est votre avis là-dessus, quel est le rôle du chercheur, comment les élus qui visiblement sont dépassés à l'heure actuelle peuvent faire face à ces situations et comment est-ce qu'on peut en arriver à une gouvernance un peu plus pacifique et puis un peu plus adaptative, évolutive et progressiste. Oui. Non, mais vous faites bien de poser la question. Alors, j'ai donné un exemple en m'apesantissant pas beaucoup sur les basses vallées angevines. Il y avait une situation de conflit. Ici, et dans ce cas, c'était entre les populiculteurs qui envahissaient absolument les 800 hectares de terres inondables et pour lesquels les élus, les chercheurs et puis tous les représentants de ces acteurs locaux, privés, les propriétaires, ont convergé finalement vers une situation où les peupliers ont été en quelque sorte assignés à résidence en disant voilà, ils n'iront pas plus loin que de tel contour sur une carte et où l'action de l'État a également encouragé, ou l'action régionale a encouragé par exemple les éleveurs à revenir sur ce terrain ainsi que les naturalistes qui avaient quelques oiseaux à conserver. Donc le conflit fait partie de la gouvernance, d'une gouvernance sans tension ni conflit. On n'a même plus besoin finalement d'y attacher de l'importance, elle se fait naturellement. Mais la plupart du temps, il y a conflit. Il y a conflit avec l'État, quand l'État effectivement est dans une situation où son arbitrage n'est pas le meilleur, ou n'est pas le plus informé, et où l'État peut revenir sur des décisions qui ont été prises, ce qui a été le cas à Sivens. Donc, ces situations, qu'elles soient dans le périurbain, il y a une tension permanente sur le foncier, vous le savez tous. Donc, quels sont les outils spécifiques qui permettent d'agir sur le foncier? L'Île-de-France, et la France en général l'a bien montré, ce sont les agences foncières. Les agences foncières, par exemple, l'Agence des espaces verts d'Île-de-France rachète des terres agricoles. La taxe sur les espaces naturels sensibles permet de racheter du foncier dans les départements. L'association sur le plateau de Saclay, qui s'appelait Terre de Liens, qui s'appelle maintenant Terre et Cité, a racheté des terrains pour les confier à des agriculteurs bio. Donc, cette réactivité de la société, avec l'aide de l'État et des bons textes qui conviennent, permet de se mettre en situation de résistance à des gouvernances excessivement autoritaires. Ok, merci Pierre Donadieu pour cette réponse argumentée.